Bonjour. Un peu comme continuité du webinaire organisé par Autodesk, j'ai eu le plaisir de faire la présentation le 12 mars dernier. Je voulais comme continuité vous présenter aujourd'hui des exemples, des cas pratiques et pour vraiment pouvoir travailler correctement dès le départ d'un projet avec tous les outils qui sont proposés, surtout parce que bon, je travaille sur Revit, tous les outils, les programmes Autodesk, et de savoir quelles sont les méthodes, quels sont les choix et comment exercer un entraînement au quotidien pour pouvoir réussir et aller dans la bonne direction, c'est-à-dire savoir comment chaque outil peut être utilisé dans le sens d'améliorer la qualité architecturale. Alors, justement, les titres, c'est les bonnes pratiques pour réussir un projet en architecture augmentée et comment maîtriser les outils informatiques de l'intelligence artificielle appliqués à la conception architecturale. Premier pas, c'est il faut absolument que nous, les architectes et tous ceux aussi qui sont dans l'ingénierie appliquée au BIM, pour la méthode BIM d'un projet d'architecture, nous soyons actuellement capables de pouvoir approfondir sur nos propres compétences dans chaque domaine. Pour ça, il faut faire vraiment un travail, je dirais même au quotidien, parce que ça évolue, tous les outils évoluent à une vitesse très importante. Donc nous, il faut qu'on soit capable de pouvoir aller dans les bons sens avec les bons outils. L'architecture paramétrique appliquée, il faut qu'elle soit toujours dirigée à un programme spécifique. C'est pour ça que après vous allez voir des cas précis où j'ai utilisé la rétroconception comme apprentissage, comme outil. C'est appliquer toujours à un programme spécifique et la méthode à suivre pour la conception. Les éléments architecturaux augmentés, on va voir aussi des exemples, c'est-à-dire un escalier, un élément isolé, mais qu'on peut augmenter les possibilités de cet élément qui au départ, il y avait une fonctionnalité, pouvoir augmenter ses capacités, ses possibilités en fonction de certains paramètres qu'on doit traiter et rajouter. Et la création, bien évidemment, toujours des familles paramétriques, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser de plus en plus les choix, la panoplie des possibilités qu'on a sur Revit actuellement pour la construction, pour la création des familles, création, modification, imbrication et tout le reste, hein, des familles paramétriques qui sont dédiées à un modèle architectural précis. Et la méthode pédagogique que je considère qui est la plus utile actuellement et que je conseille, et même dans mes cours, parce que j'ai des modules spécifiques pour l'apprentissage, l'entraînement vers l'architecture augmentée, c'est la déconstruction des œuvres de référence, qui sont vraiment des œuvres qui sont importantes et pour plusieurs motifs. Ça peut être par rapport à la forme utilisée, la morphologie, par rapport aux critères constructifs, c'est-à-dire que la sélection, c'est vous-même qui pouvez le faire, mais de toute façon, le travail, c'est de pouvoir déconstruire et reconstruire vous-même sur Revit, avec les outils dont on dispose aujourd'hui
sur les programmes et les outils qui vont venir aussi, parce qu'à chaque fois, on a des outils qui nous aident. Et comme j'ai présenté sur les webinaires, on a aujourd'hui des plugins qui attachent la conception à un modèle de préfabrication industrielle. Donc, je vais pouvoir venir directement de travailler avec les paramètres, mais liés déjà à un processus qui va vers la réalisation. Alors, premier pas, il faut fixer, c'est-à-dire que nous, l'architecture augmentée n'est pas une architecture globale avec tous les programmes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, il faut savoir, et je pense que dans la plupart des cas, ceux qui sont face à l'écran en train de regarder cette vidéo, c'est des gens qui sont déjà dans la conception architecturale, connaissent très bien que quand on démarre un projet, mis à part le site d'implantation et mis à part tout ça, et il faut avoir un leitmotiv, c'est-à-dire pour partir de la conception, on ne part pas de la même façon pour un programme des logements que pour un programme d'hôpital, c'est-à-dire que le point de départ, c'est déjà bien spécifique lié à ces programmes en particulier. Alors, par exemple, l'exemple 1 que je vais présenter, c'est les projets dans les stades de football. Et pourquoi j'ai choisi des exemples un peu variés pour que ce soit clair pour vous que la procédure n'est pas la même pour appliquer l'architecture paramétrique en fonction de chaque programme spécifique. Quel est le leitmotiv, les centres d'un projet des stades? C'est la géométrie du terrain de jeu. C'est-à-dire, c'est cette géométrie du terrain de jeu, parce que le but principal d'un stade de football, c'est pouvoir regarder et visualiser un spectacle. Donc, cet spectacle, il est lié à ce terrain de jeu. C'est les centres, c'est les personnages principaux. Donc, il faut bien connaître toutes les contraintes des dimensions, toutes les contraintes liées à physique du terrain nécessaires pour le bon déroulement de spectacle, etc., etc. Ensuite, je vais venir pouvoir travailler avec un modèle d'enveloppe. Et cette enveloppe, il va être une enveloppe globale, mais qui permet aussi, c'est-à-dire la fonctionnalité ces types d'établissements. On peut avoir une enveloppe qui est déjà à l'avance étudiée pour ce type d'événements. Donc, je vais avoir tous les outils que vous connaissez, volume conceptuel, modèle créé à partir d'un système de construction et l'optimisation de ces modèles par rapport aux matériaux appliqués et par rapport au système qu'on peut décider, divers et variés qu'on peut décider pour la construction. Je vais faire un point là très précis aussi. Nous, on n'est pas les architectes, on ne peut pas traiter d'un côté l'aspect forme et de l'autre côté arriver à la construction. Nous, on a l'obligation comme concepteur dès le départ, le premier esquisse qu'on fait, c'est des esquisses qui sont orientées déjà pour la réalisation. Si on fait des esquisses très jolies, très beaux, mais que la réalisation n'est pas réalisable, c'est pas de l'architecture qu'on fait, c'est des jolis dessins. Ça, j'insiste tout le temps dans mes cours. Voilà. Et alors, après, il y a la tribune et les gradins. La tribune et les gradins, bien évidemment, il y a une morphologie aussi, et il y a une pente à respecter. Et quel est le leitmotiv pour le développement géométrique et la construction de ces gradins? Ça va être par rapport à la simulation de tout ce qui est visibilité. Parce que le but principal là, c'est que tous les gens qui sont qui occupent une place
dans ces gradins et ils puissent avoir une parfaite visibilité sur le terrain des jeux. Et par la suite aussi, nous allons pouvoir venir à une approche où je peux avoir des familles qui sont dédiées à l'intérieur de cette globalité et que je vais pouvoir adapter spécifiquement pour ces projets de stade. Et donc, toute la logique, c'est de pouvoir travailler avec l'essentiel et par la suite aller à tout ce qui est la complémentarité. C'est-à-dire si j'aborde d'abord l'essentiel et je viens après pour tous les fonctionnalités qui vont avec derrière, complémentaires, je vais pouvoir suivre un chemin qui m'éloigne d'un échec. Parce que j'ai utilisé une procédure qui est la procédure logique de la conception pour ce type de programme. Voilà, là j'ai fait un croquis justement parce que j'ai travaillé en rétroconception sur Revit, les stades de football à Porto Alegre au Brésil. Ça c'est un croquis de ce qui a été réalisé. Et donc ces stades, c'est intéressant par rapport à la proposition de la constitution de la peau du bâtiment. Et qu'est-ce que je fais? J'ai fait juste parce que je n'ai jamais j'utilise ni des plans ni des documents techniques parce que je ne possède pas, ni des scans parce que l'intérêt d'utiliser dans ces cas-là une image des plans, ça n'apporte rien. C'est-à-dire, c'est justement à l'opposé de ce que je souhaite, c'est-à-dire que pouvoir moi-même déconstruire l'objet et utiliser tous les outils pour venir compléter à chaque fois la forme et avec les rendus nécessairement parfois par rapport aux matériaux et à définition. Bon. Et dans cet exemple des stades de football de Porto Alegre, qu'est-ce que je fais? J'ai réalisé d'abord une famille paramétrique sur Revit, qui d'ailleurs vous allez trouver aussi sur Internet des exemples des familles qui sont déjà préparées à l'avance. Et moi, ce que je fais, c'est de reproduire et d'utiliser la famille comme un pont pour pouvoir venir après reconstituer la peau du bâtiment. Et avec cet outil des familles, j'ai l'emporté après sur le projet global. J'ai déterminé une forme qui était, disons, pas peut-être 100% identique parce que comme je n'avais pas des documents, mais en insérant des images et en faisant les liens avec des proportions, pouvoir faire la rétroconception du stade et à la fin venir pour faire un rendu avec un fond de l'image du site réel où cet stade a été réalisé. Et, alors, le deuxième exemple, j'échange un peu des sujets, c'est par exemple un projet du hall pour un aéroport. Alors, quand on a un projet face à soi, un projet de hall pour un aéroport, là, c'est pas du tout la même façon ni la même procédure. Pourquoi? Parce que là, les centres du projet, c'est les gens qui vont être à l'intérieur, qui vont utiliser l'espace global, les gens qui sont les gens liés à des gens du personnel de l'aéroport, les gens qui sont des gens qui sont des touristes, des gens qui se promènent, voilà. Mais le centre, c'est l'utilisation de l'espace des gens qui vont participer à cet espace commun qui est unique parce que c'est les halls principales
Et quel est le leitmotiv à ces moments-là? C'est pas du tout comme tout à l'heure, c'était la géométrie du terrain. Ici, c'est comment abriter l'ensemble. Et comment abriter l'ensemble avec une structure légère, avec une structure qui soit avec des modèles déjà qui respectent les structures globales de cette toiture, avec, je dois étudier justement aussi également les points d'appui pour que ces points d'appui de les structures ne soient pas des interférences pour les gens qui transitent, c'est-à-dire le plus fluide possible à l'intérieur, la communication de l'espace. Et bien évidemment, à l'intérieur, c'est tous les modèles architecturaux définis à partir de la cohérence esthétique de l'ensemble, avec le système de construction et en même temps avec les paramètres des cohérences morphologiques, esthétiques, qui fait que la peau extérieure, c'est-à-dire la toiture, et l'intérieur, il y a une harmonie entre les deux, et l'espace intérieur, il n'est pas coupé avec une forme qui n'a rien à voir, sinon, justement, c'est une couverture qui me permet d'avoir des visuels, qui me permet d'avoir des espaces plus agréables à transiter, des espaces plus de détente. Voilà, c'est ça que c'est mon but principal comme pour la conception de ce type des projets. Il est basé sur cet espace unique. Et j'ai mis comme exemple, parce que c'est pour moi une référence de la bonne application de l'architecture paramétrique qui a été, malheureusement, elle est décédée, mais il y a la continuité actuellement avec son jeune aussi architecte qui est très très doué pour tout ça, pour l'architecture paramétrique, qui est l'exemple du hall de l'aéroport de Pékin. Et c'est l'architecte Zaha Hadid qui a conçu cet aéroport. À mon avis, c'est un exemple très très réussi pour l'application d'une façon très correcte de l'architecture paramétrique. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais un croquis à partir des images que j'ai trouvées. Je fais un croquis de l'ensemble pour moi-même avoir une idée de l'espace et avoir une idée, me situer, me positionner un peu avec les premières esquisses, même si c'est pas, si moi je me suis basée sur sa conception, bien évidemment, parce que mon idée c'était pas de faire moi le projet, c'était de pouvoir reproduire, déconstruire ces projets-là. Alors, j'ai fait ces croquis. Il y a à droite aussi l'image que vous pouvez trouver facilement sur Google de l'implantation globale. Vous voyez que c'est un hexagone au centre. C'est ça qui est les halls principaux. Qu'est-ce que je fais sur Revit alors? J'ai fait la reconstruction avec ligne de détail et avec tous les, parce que je n'avais pas non plus des documents techniques, c'est seulement avec, à partir des documents, des images, des récupérations des images. Donc, je me suis proposé essayer de trouver les proportions les plus approximatives possibles. Je sais pertinemment qu'il peut avoir des défauts, mais l'intention, et j'insiste, c'est de faire de cette rétroconception un entraînement pour pouvoir moi-même me positionner par la suite et pouvoir utiliser en fait cette architecture paramétrique, bien évidemment pas en copiant parce que ça n'a aucun sens, c'est pour pouvoir trouver l'astuce dans les paramètres utilisés sur un autre projet personnel, cette fois-ci,
Et donc, ce que je conseille justement, c'est de pouvoir sur Revit. Ce que je fais, c'est de faire revenir des images sur Revit et de faire la construction en 2D de la géométrie des bases. Vous voyez qu'à droite, qu'est-ce que je fais? Parce que comme il y a une courbe totale, j'ai essayé de prendre les points les plus bas et les plus hauts de façon de venir avec un volume global pour avoir un rayon et savoir quelle était la courbure de la toiture. Et donc, j'arrive, par exemple, à un rayon, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir après si ça correspond ou non par rapport à ce qui a été réalisé, mais en tous les cas, les proportions sont assez approximatives, sont assez justes. Et là, vous voyez, je suis arrivée sur Revit à reconstruire la volumétrie et en prenant compte de la courbe, en prenant compte de tous les éléments isolés, c'est-à-dire que j'ai dû retravailler à l'intérieur avec tous les outils qu'on a des compositions avec volume vide, avec bon, tous les outils de famille paramétrique aussi, pour pouvoir venir reconstruire cette volumétrie de la toiture. Là, vous pouvez voir, bon, elle a une coupe en axonométrie. Et mon intérêt, j'insiste là, c'était de trouver les squelettes principales, mais je ne voulais pas du tout, c'était pas mon intérêt non plus, de reproduire à l'identique. Et c'était de voir le schéma global dès l'aspect des constructions et dès l'aspect morphologique aussi de ces halls. Un autre exemple que j'ai réalisé aussi en rétroconception et qui m'a apporté, c'est un sujet qui est très intéressant et que je vous conseille aussi de pouvoir vous-même analyser, c'est les sujets des passerelles piétonnes. Et pourquoi passerelle piétonne? Parce que c'est un modèle assez simple, mais qui vous permet d'innover et en même temps, c'est pas tellement complexe comme forme, mais on a des contraintes qui sont indispensables pour que ça fonctionne. Parce que je me suis passée des passerelles piétonnes qui relient des bâtiments. Et donc, la structure de l'ensemble, c'était essentiel pour pouvoir construire cette passerelle. Et d'ailleurs, quand on fait une passerelle, on relie deux bâtiments. Et l'effet de lier deux bâtiments, c'est intéressant parce que ça donne aussi des astuces pour l'architecte de pouvoir en même temps innover avec la façon de construire, mais s'approcher des deux architectures qui parfois ne sont pas de la même espèce, je vais dire. Donc ça a été un entraînement pour moi aussi très très important. Et les critères, bien évidemment, à la recherche d'un critère esthétique de l'ensemble pour qu'elle soit en harmonie avec l'environnement. Voilà, et ça, j'ai réalisé deux exemples en rétroconception sur Revit. Un exemple, c'est la passerelle Skybridge à San Francisco, que vous voyez. Il y a là, c'est des images, c'est mes propres images. Hein, il n'y a pas c'est pas des images. Il y a deux images seulement de la réalité, mais le reste, c'est des images que je fais avec des rendus, avec la modélisation déjà faite. C'est même, vous voyez en bas, il y a des nuits, des jours. Bon, tout ça, c'est ma rétroconception sur Revit. Et bien, le but aussi, c'est d'arriver à un rendu qui soit le plus proche possible de ce qu'on a comme réalité. C'est toujours aussi un objectif. Hein. C'est la modélisation d'un côté et arriver avec les matériaux et les rendus
à une proximité de ce que vous voulez obtenir. Par rapport. Là, c'est une deuxième, que c'est la passerelle Connecting Footbridge à Prague. Et c'est un modèle aussi très intéressant à niveau de la forme et à niveau, elle relie des bâtiments qui sont des bâtiments classés. Et donc, c'est très important cette passerelle. Elle est assez neutre à niveau de l'esthétique, justement, parce qu'elle ne veut pas superposer une esthétique à l'esthétique. Vous voyez, c'est un peu comme la pyramide du Louvre, hein, quand on posait la question pourquoi s'il y avait cette forme tellement géométrique, c'était la réponse, c'était je voulais rendre hommage à ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire je ne voulais pas m'imposer avec une morphologie très forte, je voulais respecter. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire quand on a un bâtiment qui s'impose par sa présence et par sa valeur patrimoniale, je vais arriver, ou historique, et je dois venir avec un objet qui soit neutre pour qu'il ne rentre pas en concurrence avec les bâtiments présents. Et là, c'est un autre sujet qui est passionnant aussi, c'est comment, dans l'architecture augmentée, on peut faire en sorte d'avoir des objets de l'architecture, par exemple l'escalier, par rapport tous les éléments isolés, mais les donner une vie supplémentaire. C'est-à-dire que au lieu d'avoir, par exemple, là vous avez des exemples, hein, la sémantique, un balcon, et vous voyez là, c'est l'arbre, c'est un exemple de l'arbre blanc dessous Fujimoto. Ces balcons, il a été revisité et il a été transformé en espace de vie. C'est-à-dire que les outils qu'on a de l'architecture paramétrique vont me permettre aussi d'augmenter la sémantique et faire en sorte, vous voyez un exemple là, c'est l'escalier à 2 pieds. C'est pas moi qui a créé ces modèles, hein, ces modèles existaient, mais je l'ai utilisé dans un cas, dans un aménagement d'intérieur que j'ai réalisé, parce que je n'avais pas la place et la longueur nécessaire pour développer l'escalier. Ce type d'escalier à 2 pieds m'a permis de créer, d'ajuster la longueur et c'est-à-dire que j'ai profité d'une innovation pour pouvoir révisiter un élément d'architecture. Ou alors, vous voyez en bas à gauche, c'est le cas d'un escalier rampe, c'est-à-dire qu'on a un escalier qui en même temps, c'est une rampe. Voilà, l'innovation aujourd'hui, elle est à l'ordre du jour parce que comme à chaque fois on a des plus en plus d'outils pour pouvoir vraiment gérer les paramètres des objets, je peux créer et innover avec tout ça, à condition de savoir les utiliser. C'est pour ça que j'insiste ça. Et dans mes cours, on passe beaucoup de temps à explorer, analyser, parce que c'est la créativité, l'innovation et tout ça, c'est des jolis mots, mais pour pouvoir maîtriser tout ça d'une façon correcte et pour faire de notre but principal, c'est la réalisation d'une œuvre d'architecture qui soit de meilleure qualité que ce qu'on faisait auparavant, ça, il faut les démontrer avec des actes, avec des gestes qui ne sont pas des gestes des crayons, ni des images, des jolies images qu'on peut avoir aujourd'hui avec tout ce qui est l'intelligence, l'apport de l'intelligence artificielle. Ça peut nous apporter à niveau des idées, mais ça ne règle pas les problèmes d'une bonne conception architecturale. Là, c'est récemment, je l'ai présenté aussi sur LinkedIn, j'ai retravaillé sur une famille pour faire en sorte de pouvoir, une famille paramétrique à partir d'une fenêtre,
pour faire en sorte que cette modèle adaptatif que j'ai créé puisse avoir des paramètres qui soient d'une part par rapport adaptés par rapport à un dimensionnement X, Y déterminé d'une trame, mais en même temps qui puisse avoir des orientations qui changent en fonction, par exemple, des rayons du soleil, c'est-à-dire comment je peux venir sur une même façade, si elle est inclinée, venir m'orienter à chaque fois pour que je puisse profiter au maximum de l'éclairage naturel. Et en même temps, pouvoir ouvrir ou fermer l'ouverture comme s'il s'agissait un peu d'un œil. Et j'ai mis là la fenêtre comme l'œil de l'espace en mouvement. Mais, bon, ce que je veux dire, surtout comme pour conclusion, c'est qu'on a des opportunités actuellement qui nous sont offertes, mais on a un orchestre symphonique à gérer parce que l'intelligence artificielle apporte, à condition de pouvoir nous-mêmes, les concepteurs, maîtriser tous les instruments qui sont derrière ces modèles d'architecture. Et donc, c'est un niveau d'exigence parce que aussi, si on ne fait pas cet effort, on va rester à la merci de que quelqu'un vienne parce qu'il a fait son automatisme sur Dynamo et donc il vient appliquer d'une certaine façon. Mais le problème, c'est que le projet, c'est une globalité. On ne peut pas détacher une façon jolie d'avoir des jolies couleurs ou des images, plus des automatismes, plus des optimisations, pardon. Ça ne donne aucun résultat s'ils ne sont pas gérés de A à Z. Les conclusions. Les conditions de base pour l'application correcte de l'architecture paramétrique sont, pour l'essentiel, garder la maîtrise des outils spécifiques et savoir à quel moment du projet et pour quel type de programme l'appliquer. Utiliser la conception, la rétroconception comme méthode d'entraînement afin d'augmenter les performances de nos conceptions. Augmenter les expériences avec la création de nouveaux espaces plus adaptés au monde actuel, augmenter les choix des systèmes de construction innovants en fonction d'un programme déterminé. Et voilà, je vous remercie. Et là, vous pouvez consulter aussi mon site internet bimconseil.com où vous allez pouvoir trouver tous les modules de formation dont je dispose actuellement. Et la rétroconception, c'est aujourd'hui très demandé parce que ça, c'est justement, c'est là où on peut vraiment appliquer tout ce que je viens d'expliquer en faisant une synthèse, bien évidemment, parce qu'on pourrait développer chaque sujet avec une heure d'exposé. Alors, je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt.